Bonjour à tous, bienvenue à tous nos voyageurs de Spirit Tour aux sources de la foi pour aujourd'hui vous présenter l'un des voyages les plus populaires chez nous, donc le voyage sur le chemin de Compostelle. Je me présente, mon prénom est Élodie, donc je m'occupe moi des voyages généralement aux sources de l'être, mais j'ai la chance de travailler avec Léo sur ce beau voyage. C'est la deuxième année que je vais travailler avec lui là-dessus, mais Léo, lui, c'est pas la première fois qui va refaire le chemin de Compostelle. Spirit Tour vous propose de vous offrir un temps d'arrêt dans votre vie pour vous ressourcer, reconnecter à soi. Et quelle meilleure place pour le faire que le chemin de Compostelle. Donc, Léo est avec nous aujourd'hui. Léo, c'est la 5e fois qu'il va faire Compostelle. Puis, si je ne me trompe pas, la 3e sur celui qu'on présente aujourd'hui. Comme si certains ne le savent pas, le chemin de Compostelle, il y a plusieurs trajets. Donc, effectivement, beaucoup partent de France, mais avec Spirit Tour, on les commence bien souvent quand même en Espagne. Là, le trajet qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le trajet côtier, donc celui qui suit la côte nord de l'Espagne, que Léo a déjà fait donc 3 fois. C'est un voyage qui est très populaire car les paysages sont vraiment très beaux, différents de celui du chemin français, avec des vues bien sûr sur la mer exceptionnelles. Donc Léo est avec nous aujourd'hui pour vous en parler. Léo, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour d'abord, puis est-ce que tu peux te présenter aux voyageurs qui nous suivent aujourd'hui? Bien sûr. Bonjour Élodie et bonjour voyageuses et voyageurs et j'espère voyageurs sur le chemin de Compostelle éventuellement. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à faire autant de fois Compostelle et à accompagner des voyages avec Spirit Tour? Bon, petite synthèse, ce sera la 6e fois que je prends le chemin de Ah, Compostelle. 6e, OK. 6e, donc 2 fois sur le Camino Frances et ce sera ma 4e fois sur le chemin côtier. Dont en fait 3 fois antérieurement avec des groupes sur une fois sur le Camino Frances et 2 fois sur le chemin côtier. Et donc, je commence à connaître assez bien le chemin côtier. Pour répondre à ta question, qu'est-ce qui m'a amené? Ben, tu l'as tout à fait bien dit en introduction, il a dit un temps d'arrêt. Puis, c'est un temps d'arrêt qui est vraiment un arrêt comme tel. Étrangement, et parfois, il faut se mettre en route pour vivre un temps d'arrêt. Euh, c'est l'une des contradictions qu'on est appelé à vivre. Puis, ben, à chaque fois, j'ai eu le goût de continuer d'une manière ou d'une autre ou de me remettre en chemin sur, que ce soit sur l'un ou l'autre des chemins proposés là, vers Santiago de Compostela. Parfait. Donc, c'est sûr que des photos, ça parle plus que des mots. Donc, on va commencer à vous montrer un petit peu l'itinéraire. Puis, Léo et moi, n'hésitez pas, on est là pour répondre à vos questions, quelles qu'elles soient. Donc, pour ceux qui nous suivent, vous pouvez les écrire directement dans le petit chat. Puis, je vais y répondre avec Léo. Donc, on va commencer à vous montrer quelques photos. Puis, on va bien sûr commenter un petit peu, mais pas que. Donc, on va juste avoir aussi les détails techniques un petit peu de ce voyage. Donc, pour commencer, bien sûr, les dates, donc du 5 au 24 juin. L'année dernière aussi, c'était à peu près dans cette période-là. Est-ce que, Léo, au niveau de la météo, qu'est-ce que tu as pensé? Je pense que c'était très agréable à cette période-là. Hein? Il ne faisait pas trop chaud pour marcher. Exactement. En juin, c'est une excellente période. En fait, c'est toujours une bonne période parce que les inconvénients de température, par exemple, on les oublie vite là, quand on est centré sur notre mission, si je peux dire, notre mission en chemin. Euh, bon, bien sûr, on ne sait jamais d'avance quel temps il va faire, mais moi, je l'ai déjà fait. Je ne reviens pas en arrière en disant que je l'ai fait à 1, à 2, à 3, à 9 et à 16. Et j'ai marché en avril, en mai, en juin, en septembre et en octobre. Puis, effectivement, en mai, ben, bon, c'est réputé pour être mai-juin, c'est réputé pour être une saison partiellement de pluie. Alors, c'est pas toujours beau. Cependant, l'année dernière, 2019, on a eu 2, 3 jours tout au plus, pas de pluie continuelle, mais d'une faible pluie. Et puis, pour ceux qui ont peur d'avoir chaud parce qu'on est en Espagne, puis les préjugés veulent qu'en Espagne, il fait toujours le gros soleil comme si on était sur la plage. Non, on a rarement chaud parce qu'on est en altitude.
Mais évidemment, quand on a chaud, c'est parce qu'on a marché et non pas parce qu'il fait très chaud. Quoiqu'on va avoir aussi des belles journées assez chaudes, là. Mais on est favorisé par le fait d'être en montagne. Oui. Parce que le terrain est quand même, on en reparlera, mais un peu plus escarpé que le chemin français. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur la photo, là où vous allez passer sur le bord de l'eau, c'est vraiment très beau. Donc, comme disait Léo, à peu près l'année dernière, 2-3 jours de pluie sur 20 jours. Donc, ce n'est pas non plus énorme, mais bien sûr, on garantit jamais la météo et ça fait partie du chemin. Donc, 20 jours et 19 nuits. Accompagné donc par Léo, mais aussi donc par Monseigneur l'abbé Guy Guindon, qui est votre animateur spirituel. Il n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, mais l'année dernière, je vous garantis que c'était une équipe très, très, très joyeuse et dynamique qui a accompagné notre groupe de 14-15 personnes. Donc, Léo va s'occuper plus de tout ce qui est logistique, vous organisez le chemin, l'arrivée dans les refuges, les repas, et Guy va plus être là pour vous accompagner sur le chemin de la foi. Si vous avez des questions spirituelles, des réflexions, vous pouvez bien sûr vous en remettre à lui. Donc, vous verrez une équipe avec laquelle vous allez beaucoup rire et avoir du fun. Si tu permets, Elodie, oui, bien sûr. C'est important de signaler, de mentionner aux futurs participants que Guy et moi, nous sommes des pèlerins comme tous les autres. Hein. Oui. On a bien sûr, je le dis parce qu'on n'est pas ni en avant ni en arrière complètement, ni à part. On est vraiment toujours au milieu du groupe. On vit la même expérience. On est des pèlerins à part entière avec et comme chacun d'entre vous, les participants. Merci, Léo. Donc là, sur la carte, ça vous donne un petit peu une idée de l'itinéraire. Donc, vous le voyez, c'est vraiment le trajet qui longe la côte nord, donc qui est différent du chemin français qui passe un petit peu plus au sud. Et bien sûr, la destination finale est la même pour tout le monde, Saint-Jacques de Compostelle. Donc, au niveau du trajet, Léo va nous en parler un petit peu. On ne va pas forcément suivre diapositive par diapositive parce que ça serait bien long, mais on va commencer juste par vous donner un petit peu des pistes donc, sur le trajet et l'itinéraire. Donc, sont inclus bien sûr dans le voyage les vols aller-retour. Donc, le vol arrive sur Bordeaux. Ensuite, vous allez prendre le train pour aller jusqu'à Biarritz, donc, dans le Pays basque français. De ville très connue pour le surf. Donc, vous allez passer un petit temps là. Et puis, arriver après jusqu'à Hendaye. Et puis, c'est là que vous allez commencer la première petite marche de Hendaye jusqu'à Hondarribia. Donc, c'est la première marche, Léo, qui entame ce chemin. Oui, voilà, donc on descend du train à Hendaye. Hendaye, c'est la ville frontière France-Espagne, même s'il n'y a pas vraiment de frontière. Juste l'autre côté du pont ou l'autre côté de la baie, c'est Irun. Alors, Hendaye, Irun et Hondarribia, ce sont trois villes juxtaposées. Là. On ne se rend pas compte qu'on passe de l'une à l'autre en réalité. Ben, cette première journée-là est assez facile puisque on arrive au milieu de la journée, puis il suffit de se rendre à l'auberge et puis le départ, le véritable départ en montagne ou sur le chemin a lieu le lendemain. C'est ça. Est-ce que tu peux justement, vu qu'on est là-dessus, nous parler un petit peu de l'état et puis le dénivelé un petit peu du chemin de ce parcours-là, en fait? Souvent, les gens se posent la question, est-ce que c'est plat, est-ce que c'est escarpé, est-ce que c'est très montagneux? On le sait que c'est un petit peu plus de dénivelé que le chemin français, mais est-ce que tu peux nous donner plus de détails, toi qui l'as fait? C'est une excellente question. Et puis, je suis content d'accueillir cette question-là et toutes les autres questions. Mais de notre côté, je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour vous permettre de découvrir par vous-même et de vivre l'aventure, l'expérience et l'aventure. Quant au dénivelé, globalement, le chemin côtier, c'est une côte. On commence, et la première journée, la première véritable journée de marche, c'est-à-dire cette journée où on va marcher, une grande partie de la journée, on fait Hondarribia jusqu'à San Sebastian, et ça, c'est à la fois très escarpé, très montagneux et très, très joli. C'est un trajet excellent.
C'est un très beau trajet. J'ai fait une petite erreur en vous disant jusqu'à San Sebastian, c'est ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Comme c'est un trajet qui est en montagne, eh bien, on a réussi à faire le couper en deux, c'est-à-dire on fait escale à San Juan de Pasaya. Et là, on fera la deuxième partie de ce magnifique trajet le lendemain, là, à peu près le jour 3. Puis, par la suite, c'est encore en montagne, mais c'est moins escarpé que. En fait, on commence par une véritable montagne assez importante, mais comme le trajet est coupé en deux, on ne se rendra pas trop compte de la difficulté. Est-ce que c'est comme ça un petit peu tout le long, genre des montées, des descentes, des montées, des descentes? Oui, surtout quand on est sur le chemin côtier. Là. En fait, on est sur le chemin côtier jusqu'à Ribadeo. Mhm. Euh, donc, évidemment, parfois c'est plus ou moins escarpé, parfois c'est assez. Mais tout est faisable par des gens bien ordinaires et il faut quand même avoir un certain entraînement de marche. Et quand on atteint Ribadeo, voici ici l'image qu'on aperçoit. C'est l'image qui va nous permettre de s'arrêter à San Juan de Pasaya. C'est une grande baie qu'il faut traverser. Ça a l'air d'une chaloupe, mais un petit bateau. Et c'est vraiment un endroit magnifique. Une fois qu'on a atteint Ribadeo, Ribadeo plus ou moins rendu jour 10, et là, on va vers le sud ensuite. Pour l'ensemble du trajet, on va faire 2-3 jours de marche jusqu'à San Sebastian. Et là, ensuite, de San Sebastian jusqu'à Cadavedo, on a un transport privé. Puis ensuite, encore quelques jours de Cadavedo jusqu'à Ribadeo. On s'arrête une journée à Ribadeo. Vous allez voir que cette journée d'arrêt ça vaut vraiment le coup. Et puis ensuite, on a encore un transport privé pour quelques dizaines de kilomètres avant d'entreprendre la dernière partie du trajet qui nous mènera de Lugo, plus ou moins, jusqu'à Santiago. Donc, c'est ça pour que les gens comprennent. Effectivement, comme tu disais, à partir de Ribadeo, là, tous les pèlerins se rejoignent et font finalement le même trajet, en fait, d'où ils En, viennent, en quel que fait, soit l'endroit d'où ils viennent. de Ribadeo jusqu'à Mélidé, là, si on avait la carte, on verrait que, disons qu'à partir de la mer, on s'en va directement vers le sud. De Ribadeo à Mélidé, il y a peu de gens sur cette portion de chemin-là. Et Mélidé, on est carrément sur le Camino Frances. OK. Et là, c'est là qu'on rejoint les gens qui sont partis ou de Burgos ou de Sahagún ou de Saint-Jean-Pied-de-Port en France. Mhm. C'est là qu'on rejoint, en fait, le Camino Frances emprunté par 85 à 90 des marcheurs pèlerins. Puis tu dirais, Magnifique baie de San Sebastian ici. oui, donc la baie de la Concha qui est vraiment magnifique à San Sébastien. Oui. Et ce que vous voyez à l'écran présentement, il y en a deux baies comme ça dans San Oui, on la Sebastian. voit derrière aussi. Il y en a une un peu plus loin, effectivement. C'est Et facile, là, de San Sébastien, on peut marcher facilement sur la plage puisque on aura le temps, on arrivera à peu près en milieu de journée, encore une fois. puis, beaucoup de gens se posent la question du nombre moyen de kilomètres par jour, Léo, Bon, ou d'heures aussi, d'heures de on peut compter trajet. environ 25 km par jour. Cependant, le nombre de kilomètres, ce n'est pas l'indicateur le Oui. plus important pour le niveau de difficulté. On peut faire un 20 km parfois qui va nous épuiser, puis on peut en faire un 32 beaucoup plus facile. Par exemple, je sais que la journée entre la Caridad et Ribadeo, même si ça ne vous dit rien pour l'instant, cette journée-là, je l'ai toujours faite par un soleil radieux et, euh, et au bord de la mer. Alors, c'est magnifique. Donc là, les gens qui se demandent s'ils doivent avoir beaucoup d'entraînement, qu'est-ce que tu leur répondrais? Est-ce qu'il faut juste qu'ils commencent à s'entraîner puis qu'ils soient capables de marcher quoi, environ 4-5 heures d'affilée? Est-ce que c'est normal si ça clignote? Ah, Sur chez mon toi, écran, ça ça clignote. clignote? Non, nous, Oups. tout est correct, tu es toujours là. Ah, on clignote ici, mais je ne sais pas pourquoi. Enfin, je vais essayer de répondre à ta question, mais vous me voyez tout le temps? Oui, on te voit bien et on t'entend bien. Ah bon, moi, ça clignote constamment. Enfin, OK. ta question répète-moi la question, s'il vous plaît.
Est-ce qu'il faut pouvoir marcher à peu près Ah 4-5 oui, heures d'affilée pour faire ouais. le chemin de Compostelle? Ouais, la question d'entraînement, je la trouve très importante, Élodie Oui, et vous tous, parce que parce qu'en fait, l'expérience sera plus facile dans la mesure où on sera bien préparé. Et moi, je ne suis pas un super marcheur et il y a des marcheurs qui sont beaucoup plus préparés ou plus aguerris ou plus forts que moi physiquement. Cependant, je marche régulièrement et il n'y a pas une journée où je suis arrivé vraiment épuisé parce que je marche tous les jours. Donc, je conseille aux gens de commencer hier à marcher, en fait, en faire un peu graduellement, d'augmenter le nombre de kilomètres c'est et ça. surtout de marcher idéalement, toujours idéalement, avec la chaussure que vous aurez et le sac à dos également, sans nécessairement avoir votre sac à dos, le sac à dos tout prêt, là. Mais C'est ça. il faut marcher, puis peut-être chacun connaît son rythme, mais augmenter le rythme, faire un peu plus long, bon, 1 heure par jour, par exemple, pour l'instant, et puis on augmentera, et puis peu à peu, on fera, je vous conseille de faire un bon 15-20 kilomètres une fois la semaine, le plus tôt possible. Oui, c'est ça. Donc, ce qu'on pourrait répondre, c'est vraiment si vous avez déjà l'habitude de marcher, ben, continuez. Mais si vous n'avez pas encore, ben, commencez à marcher 1 heure, 1 heure, vous tenez 1 heure, puis une fois que vous voyez que votre cardio est bien fait, ben là, augmentez d'1 heure, puis jusqu'à ce que votre cœur s'y fasse, puis graduellement. Mais comme disait Léo, c'est quand même accessible à tout le monde. Il faut simplement voilà, avoir une belle habitude de marche, puis qu'on marche ou pas beaucoup, commencer à s'entraîner pour pouvoir tenir la distance. Donc, Vraiment, voilà un je peu trouve ça, le genre de paysage que vous allez traverser pendant le trajet. je trouve ça bien dommage. Tes questions sont toujours intéressantes, Élodie, sauf que je vous perds vraiment. Ah, Ça devient très difficile. Ben, pourvu que vous voyez encore, c'est bon. Sauf oui, que, on te voit bien, on t'entend bien, mais toi, tu nous entends pas très bien? ben, en fait, je vous entends très bien, mais c'est impossible de suivre à l'écran parce que ça clignote constamment, les OK. images changent. Je suis Mais tu souvent m'entends un par écran contre. noir, mais tant pis, je vais m'adapter comme on peut s'adapter à, à toutes conditions sur le chemin. OK. Sauf que je pourrais difficilement commenter les photos. Alors, continuons. Ben, ici, j'ai vu le groupe, par exemple. Évidemment, le groupe, vous voyez, nous sommes tous sourires, nous sommes à la Caridad, et puis il y a souvent des petits jardins derrière les On voit auberges. que vous vous êtes payé une bonne bière aussi. C'est bon pour les crampes. Ah, ben, je ne sais pas où tu vois la bière, là, enfin. De temps en temps, on se permet ce petit plaisir en fin de journée. Donc là, justement, on peut parler un petit peu des logements. Donc, nous, pendant le voyage, on vous propose de faire le pèlerinage vraiment comme un vrai pèlerin, donc d'aller dans les refuges de pèlerins chaque soir. Donc, logement, bien sûr, en dortoir. Léo, est-ce que tu peux nous parler un peu? Beaucoup de gens, souvent, hésitent à s'inscrire par rapport à ça parce qu'ils ont peur du bruit, de la promiscuité. Donc, mais généralement, je peux le dire, là, la plupart des gens, il y a en tout cas même personne m'a appelé après pour me dire que c'était compliqué par rapport au dortoir, même si les gens avaient des appréhensions avant. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement, Léo, sur le logement? Ben, moi, je trouve ça très correct, malgré que, évidemment, ça dépend de chaque personne. Mais votre sens de l'adaptation sera mis à rude épreuve, peut-être. Mais je peux vous dire par expérience, là, puisque j'ai déjà fait plusieurs fois, c'est c'est vite, euh, c'est vite disparu comme inconvénient, l'histoire de l'auberge. On arrive assez fatigué, donc le corps réclame du repos. Parfois, si on arrive assez tôt, on peut faire une petite sieste l'après-midi. Bon, on a toutes les facilités nécessaires dans chacune des auberges. On est attendu aussi, donc douche, pas de problème. Dans certains cas, on nous offre même, on peut nous proposer le souper. Bon, la promiscuité, bien sûr, on est en dortoir pour la plupart du temps, avec les inconvénients que vous devinez. Mais je ne me souviens pas de personne vraiment qui a décroché à cause des auberges. Ouais. Il y a tellement d'autres avantages qui compensent pour cet inconvénient de dortoir. Et puis, bon, on a des bons lits, des bons matelas.
parfois des lits à étages, là, des lits superposés, mais ça va. La bonne humeur vraiment, la bonne humeur vraiment vient couvrir tout ça, les inconvénients. Mais vous aurez un inconvénient peut-être la première nuit ou deux, après on s'habitue assez vite. Et puis, il n'y a personne qui a été empêché vraiment de faire son chemin à cause des auberges jusqu'à Oui, maintenant. exactement. C'est vrai que malgré certains des fois qui ont peur avant, ben, personne justement ne s'en plaint après. Ça fait partie du voyage. Puis beaucoup de gens finalement apprécient. Puis il faut dire aussi que même si on arrive sur le chemin avec des difficultés, des angoisses, des peurs, ben, le groupe aussi, c'est ça l'avantage. Des fois, les gens se demandent pourquoi le faire en groupe, mais on peut dire que le groupe, ça aide aussi à supporter le moral, le manque d'énergie. C'est vraiment, au tout début, on peut avoir peut-être des appréhensions de partir avec d'autres personnes, puis finalement, ces personnes-là vont vraiment nous accompagner sur le chemin au moment où on aura le plus besoin. Donc, c'est aussi un énorme support. C'est très juste, il le dit. Le groupe nous porte. Pour ma part, c'est toujours c'est une motivation très importante. Chacune des personnes et le groupe, c'est vraiment très aidant d'être en groupe dans ce genre d'expérience-là. Donc, vous allez avoir aussi, sans aucune obligation, des temps de partage le soir, donc animés avec Léo et Guy. Donc, c'est des moments pour partager ce que vous avez vécu dans votre journée, spirituellement, sachant qu'il n'y a aucune obligation. Donc, je rappelle qu'avec Spirit Tour, on veut vraiment vous laisser la place d'être vous-même et tout le monde respecte ça. Donc, il n'y a aucune obligation à participer, donc à parler. Puis parfois, juste écouter les autres, ça peut parfois répondre à nos propres questions personnelles. Et puis, bien sûr, comme c'est un voyage qui fait partie de notre département aux sources de la foi, vous pouvez aussi voir avec Guy si jamais il y a des moments où vous voulez aller à une messe, bien entendu, vous pourrez leur en parler. Ils vont toujours trouver la possibilité. Donc, c'est vraiment un moment pour partager ensemble. Effectivement, les activités à caractère enfin, plus religieux, disons, puisque on est quand même globalement dans une aventure ou dans une expérience spirituelle. Mhm. Quand il s'agit d'activités plus religieuses, par exemple, Guy nous facilite tout ça, c'est pas possible tous les jours parce que ça dépend de l'heure, ça Oui, dépend de c'est l'endroit ça. où on se trouve. Cependant, cette possibilité-là vient régulièrement, ou bien avec Guy en intimité, juste le groupe, on fera une célébration eucharistique, ou bien Guy, euh, Guy se rendra dans la chapelle ou dans l'église la plus proche pour qu'on célébrer, puis on sera là avec lui. Exactement. Et ça reste toujours libre bien entendu. Il s'agit d'une expérience, il s'agit vraiment d'une expérience individuelle vécue en Oui, groupe. tout à fait. Donc aussi, parfois, les gens se demandent si on marche toujours tous ensemble. Donc, euh, au contraire, on vous invite à vraiment respecter votre rythme. Ça se peut que les 2 premiers jours, bah, vous partiez tous en même temps, ensemble, puis que vous soyez tentés de marcher ensemble. Mais le principal, vraiment, c'est de respecter votre rythme. Tout Léo est est là pour possible. vous donner la veille ou le matin Oui. même l'endroit où on se rend. Ils vont toujours, Guy et Léo vont toujours être avec vous sur le chemin. Et puis, c'est vraiment pas compliqué, on ne se perd pas, là, on n'a perdu personne. Beaucoup de gens me posent cette question-là, là, c'est quand même assez facile de se retrouver. Donc, Léo vous donne les indications, puis ensuite, ben, bien sûr, si vous avez un rythme plus rapide, ben, n'hésitez pas, allez-y. Si vous êtes plus lent, ben, au contraire, il n'y a pas de problème, respectez votre rythme pour vraiment tenir Tout est chaque possible. journée. Tout Et est on n'est pas possible. obligé non plus de se parler sur le chemin. Il y a même des sections de chemin où on va proposer le silence. Exactement. Et généralement, c'est très apprécié. Donc, on voit au fur et à mesure des images un petit peu les… Donc là, le document qu'on vous présente, c'est la crédentiale. Donc, c'est le document qui vous sera remis à la fin, comme quoi vous avez bien marché les 100 derniers kilomètres du chemin. Donc, Je pour faire… corrige, c'est pas tout à fait ça, il l'a dit. Ah non, non, c'est le La document crédentiale, d'avant, pardon. c'est comme le passeport, Oui, c'est tandis que ça. le certificat, à la fin, c'est La la composte est là. Oui, merci Léo de me reprendre. Donc, la crédentielle, c'est le document
dont vous allez avoir besoin, qui sera tamponné à tous les endroits où vous allez passer, puis qui prouve que vous êtes passé par là. Et en arrivant, on vous donnera donc la Compostela qui est comme votre certificat, votre diplômé. Vous allez être diplômé Voilà. du Mais chemin. à partir de la crédentiale. Et, Exactement. on présente la crédentiale au bureau de la Compostela et puis c'est là qu'ils peuvent vérifier le chemin parcouru pour nous délivrer la Compostela. Voilà, donc une fois que tout le monde est inscrit, moi je vais envoyer donc un message à tous nos pèlerins pour vous indiquer comment obtenir la crédentiale pour que vous soyez bien au courant de partir avec. C'est très important, c'est le document qui fera foi pour avoir la Compostela à la fin. Donc là, on arrive déjà à la fin de notre trajet à San-Sébastien. Là, vous voyez donc l'immense encensoir. On n'a pas toujours la chance de le voir. Donc, c'est sûr qu'on va vous inviter à aller à la messe des pèlerins, donc à l'église. Il y en a 2 par jour. Voilà, Et 2 puis on par jour. passera une Donc, journée souvent, complète à Santiago. On arrive un soir et on couche 2 soirs à Santiago, exactement. ce qui est très valable d'ailleurs puisque c'est une très belle ville et puis la vieille ville se marche très très bien. Et tout à proximité de la vieille ville, il y a un magnifique parc où on peut aller se reposer là, dans la verdure. Alors, c'est vraiment une belle journée. Puis, au bout de la deuxième journée, on repart pour Madrid. Voilà. Puis à San-Sébastien, c'est l'occasion aussi de peut-être magasiner ou leur ramener des souvenirs parce que bien sûr, Santiago. Santiago, pardon. Parce qu'on ne vous encourage pas à le faire avant pour charger votre sac. Donc, attendez peut-être la fin, ça sera plus facile. Et donc là, comme on le disait, on voit l'encensoir qui n'est pas toujours là, mais qui est vraiment gigantesque et qui est activé donc, par les gens sur place et qui traverse vraiment tout le transept de la cathédrale. Mhm. Est-ce que tu as la chance de l'avoir vu, toi, Léo? Oui, j'ai eu de la chance, en fait, parce que c'est pas tous les jours qu'on on va mettre en action le Botafogo. Mais ça vaut vraiment le coup. Sauf je pense qu'on arrive un dimanche et on pourrait avoir la chance de voir le Botafogo. Selon ce qu'on dit, ce sont les pèlerins et les touristes qui doivent payer pour qu'on Oui, puisse euh, remplir de charbon. oui. L'encensoir qu'on remplit à l'appel. Puis il y a 7 costauds autour de l'encensoir pour l'activer. Vous allez voir ça. C'est vraiment au son de l'orgue, c'est vraiment magnifique. Mais il est probable, mais pour assurer qu'on pourra voir. Moi, je l'ai vu plusieurs fois et toujours par chance, parce que c'est pas tous les jours. Exactement. Donc Santiago, beau paysage, très belle ville. Vous aurez l'occasion de passer une journée pour vous balader, profiter des dernières heures en Espagne et puis prendre le temps aussi de, de, de réaliser ce que vous venez d'achever dans le fond, de ces 20 jours de marche. Et puis, bien sûr, vous allez repartir de Madrid, donc transfert jusqu'à l'aéroport de Madrid pour revenir donc à Montréal. Voilà. Et puis, on a une seule nuit à Madrid, puisque rendu là, bon, on arrive, en fait, à là où on arrive, on peut encore se balader un petit peu autour de l'hôtel. On n'est jamais très loin du centre-ville non plus quand on est à Madrid, mais évidemment, ça dépend de l'heure où on arrive, là. Exactement. Si on arrive en soirée, ben, c'est plus difficile de se balader. Mais si on arrive en fin d'après-midi ou en milieu d'après-midi, il faudra voir avec les horaires de train. C'est possible de profiter un peu. Et puis, on repart le lendemain matin, vers 9 heures, on reprend, on se rend à l'aéroport en taxi. Exactement. Donc là, on va finaliser en vous donnant les informations pratiques. Donc, sachez qu'il est encore temps de profiter de notre rabais Réservéto. Il se termine le 5 février, donc il vous reste encore 2 semaines pour en profiter. Et le prix avec le Réservéto est à 3 399. Donc, n'hésitez pas. Si jamais vous voulez vous inscrire, vous pouvez aller directement sur le site de spiritour.com, remplir le formulaire en ligne et puis vous acquitter du paiement directement en ligne. Sinon, vous pouvez aussi juste simplement m'envoyer un petit mail pour que je vous envoie les documents et me les retourner par email.
Dans le voyage sont inclus donc les vols aller-retour qui sont des vols directs avec Air Transat, donc à l'aller avec une arrivée sur Bordeaux et au retour, un retour de Madrid. Ensuite, donc, vous avez tous les transferts, que ce soit donc à pied, en taxi, en transfert privé, en train, sont inclus dans le voyage. Les hébergements, donc vous avez 4 nuits en hôtel et le reste sont des nuits donc en refuge. Le prix du voyage est basé sur un logement donc, à partager. Vous avez un supplément chambre individuelle qui est de 350 $ si jamais vous préférez avoir votre chambre seule. Par contre, ça ne sera garanti que dans les hôtels, car dans la majorité des refuges, il n'y a pas de chambre individuelle. Donc, ça sera surtout pour vos 4 nuits en hôtel. Ensuite, donc bien sûr, vous avez 2 rencontres préparatoires qui sont incluses. Ces rencontres, en fait, sont pour vous rencontrer et pour vous assurer aussi que si vous avez des questions. Donc, la première rencontre est une rencontre qu'on fait généralement au printemps, en fait, au début des beaux jours, pour aller marcher avec Léo et Guy au Mont-Saint-Bruno, pour commencer à poser vos questions au niveau de la marche. Ça peut être les chaussures, le sac à dos, est-ce que je prends des bâtons, est-ce que j'en prends pas. Puis c'est surtout aussi l'occasion de tous vous rencontrer, de faire une première rencontre pour créer déjà une belle énergie de groupe. Et la deuxième rencontre est plus la rencontre pré-départ. Donc, celle-ci a lieu environ 1 mois avant votre départ. Et là, c'est l'occasion de finaliser. Donc, c'est là qu'on va vous donner vos billets d'avion, vos documents de départ, qu'on va répondre à toutes les questions pratiques, c'est-à-dire le poids du sac, l'heure à laquelle on se retrouve à l'aéroport, combien j'apporte d'argent. Donc, à ce moment-là, on va vous donner toutes ces informations-là. Et puis, sont inclus également donc, les taxes et bien sûr les services de Léo et de Guy pendant tout le voyage. Ils sont là avec vous 24 heures sur 24 pour vous accompagner, vous faciliter la chose. C'est aussi la différence avec un voyage qu'on planifie soi-même. Donc là, tout est organisé, tout est planifié par Spirit Tour et Léo. Donc, ça vous permet de vraiment vous concentrer sur votre mission, sur votre spiritualité, plutôt qu'être un petit peu dérangé par les détails techniques. Là, vous savez que votre logement, les repas, tout est organisé. Au niveau des repas, justement, les 4 petits déjeuners dans les hôtels sont inclus, 2 soupers également, et le reste des repas, donc c'est très facile, on vous donnera un petit peu, Léo va vous dire un petit peu justement, Léo, est-ce que tu peux nous dire à peu près le budget à prévoir pour un petit déjeuner, un lunch, un souper? Je sais que ce n'est pas très dispendieux généralement. C'est très variable dépendamment des personnes, mais généralement, on mange assez. Il faut dire que mes renseignements datent de 2019. Est-ce que ça a pu changer depuis? Mais je peux vous dire que les prix ont très peu changé entre 2010 et 2019. Tiens, tout est revenu à la normale. Tout à coup, j'ai l'écran, j'ai l'image. On peut facilement trouver le souper du pèlerin à 10-12 € facilement. À moins que les prix aient changé depuis l'année dernière, ça m'étonnerait. Pour les petits déjeuners, bien souvent, c'est tout simple, 4-5 € ou bien on fait un bout de chemin puis on s'arrête dans un café pour prendre un croissant café ou il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses aussi, mais il y a parfois et assez facilement des endroits où on peut s'arrêter pour casser la croûte en chemin. Il y en a qui préfèrent apporter leur lunch, c'est-à-dire passer au supermarché la veille pour amener du pain, du fromage ou autre. Là. Ça dépend de chacun, mais en fait, les possibilités sont variées. Alors, pour les prix, comme je vous ai dit, là, pour le prix du repas, autrement, il n'y a pas grand-chose d'autre à prévoir que vos petits besoins personnels en cours de route. Et les repas qui ne sont pas inclus là, dans les hôtels. C'est ça, donc ce n'est pas très compliqué de vous nourrir sur place. Soit effectivement, comme disait Léo, vous pouvez prévoir d'acheter vous-même des choses à l'épicerie. Parfois aussi, les refuges proposent des cuisines, donc s'ils n'ont pas de repas inclus, vous pouvez faire à manger vous-même. Vous pouvez acheter à manger pour vos lunchs. Ou sinon, comme dit Léo, il y a toujours des endroits où s'arrêter, où vous pourrez vous substanter sur place. C'est très bien organisé. Donc, vous verrez, des fois, il y a même des locaux qui ont un petit camion, un petit stand, puis qui vendent des fruits, du fromage. Donc, profitez-en aussi. Ça fait partie du chemin, ça fait partie du folklore. Parler avec ces gens-là sur le trajet, c'est vraiment
très agréable. Donc, vous pouvez aussi, bien sûr, manger le soir. Souvent, vous mangez au refuge avec le groupe, mais il n'y a pas d'obligation non plus si vous voulez aller manger tout seul au restaurant. C'est libre, c'est libre. Dans Donc, les auberges, parfois, on nous propose le souper, le menu du pèlerin, oui, ou bien on peut soi-même aller acheter des trucs. Puis, il y a toujours une cuisine où on peut se débrouiller pour manger. voilà, donc s'il y a de bons cuisiniers, venez avec nous, puis comme ça, vous pourrez nous partager vos recettes. Eh oui, on a besoin de toutes les compétences. Exactement. Donc, pour Compostelle, c'est toujours des petits groupes. Donc, on accepte maximum 15 personnes. L'année dernière, le groupe était complet. Donc, tardez pas. Ça part généralement assez vite. Et le voyage est garanti dès les 10 premiers pèlerins. Donc, si vous avez des questions avant de vous inscrire, vous pouvez m'appeler. Puis, si c'est des questions plus techniques sur le chemin, bien sûr, je pourrais vous mettre en relation avec Léo qui vous appellera pour en discuter avec lui. Au niveau des papiers pour voyager, donc en Espagne et en France, vous avez juste besoin d'avoir votre passeport valide 3 mois. 3 mois donc après le retour. Aucun visa n'est nécessaire, donc très facile de voyager là-bas. On vous suggère bien entendu aussi de prendre des assurances, donc dont le formulaire d'inscription que vous trouverez sur Internet ou que je peux vous envoyer si nécessaire. Vous avez tous les choix d'assurance qui sont proposés. Je peux répondre à toutes vos questions si vous avez besoin, si vous hésitez. La date limite pour s'inscrire, c'est le 5 avril. Mais généralement, on suggère de ne pas attendre la date limite parce que souvent, le voyage est complet bien avant ça. Et donc, je rappelle quand même la date surtout du réservé-tôt qui est le 5 février, donc dans 2 semaines. Si jamais, donc je pense que ça fait quand même le tour sur les informations pratiques. Si vous avez d'autres questions, comme je le disais, vous pouvez m'appeler au poste 204 ou m'envoyer un courriel avec plaisir. Si, bien sûr, vous voulez directement vous inscrire, n'hésitez pas en allant sur le site internet de Spirit Tour. Léo, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à nos futurs pèlerins pour les encourager sur ce beau trajet? Je voudrais d'abord vous dire bienvenue à la journée porte ouverte le samedi 1er février. Bien sûr. Il n'y a rien de tel que de se voir en personne et de sentir un petit peu l'enthousiasme des gens qui s'intéressent à ce genre de voyage-là. Je peux vous dire par expérience que cette participation-là a un impact sur les gens qui viennent, qui s'intéressent au voyage. Souvent, c'est déterminant pour partir. Alors, bienvenue. Et puis, merci de ces dernières explications, Élodie. Je les trouve juste pertinentes et puis vraiment très encourageantes. Et à vous tous qui nous avez écoutés, merci de votre attention. Et puis, comme c'est l'heure du dîner, j'espère avoir réussi à vous mettre en appétit parce que vous serez sans doute entre bonnes mains dans un groupe comme celui de Spirit Tour sur le chemin côtier. Merci Léo. Et donc effectivement, je répète que si vous voulez, vous pouvez venir à notre journée porte ouverte le 1er février à 13 h. Donc on va présenter le voyage comme on vient de le faire, mais là vous avez effectivement l'opportunité de rencontrer d'autres gens et c'est bien sûr bien souvent à ce moment-là que les gens s'inscrivent au voyage parce qu'ils voient l'énergie de tous les gens qui vont s'inscrire. Et puis si vous avez des doutes, c'est le moment de venir vérifier s'ils sont encore valables. Donc, merci Léo d'avoir été avec moi aujourd'hui. Il n'y a pas de quoi. Merci de m'avoir rétabli l'écran. C'était sûrement la présentation qui faisait bugger. Au plaisir de vous connaître, messieurs, dames. À bientôt et puis bon appétit. Et on se revoit donc mercredi prochain pour ceux qui nous suivent pour la présentation d'un nouveau voyage, cette fois en Grèce. Au revoir. Bonne journée.